Bonjour et bienvenue dans cette 5e partie du cours de statistique. Nous allons aborder ici les paramètres de dispersion. Nous avions vu les paramètres de position, moyenne, médiane, quartile, on sait à quoi ça sert. Maintenant, est-ce que ces paramètres-là ne doivent pas être complétés par quelque chose? C'est ce que nous allons voir. Allez go, c'est parti. Donc ici, je vais commencer par des notes d'un test de mathématiques. Vous avez ici un tableau avec une série de données qui représentent les notes sur 10 de ce test. Et vous voyez, 6 lignes, 5 colonnes, il y a donc 30 données. Donc ça, c'est mon échantillon. J'ai fait une interrogation de mathématiques et j'ai collecté les notes sur 10 de mes étudiants. Donc, vous voyez que 2 étudiants ont eu 3 sur 10, etc. Ce que je mets dans un tableau comme vous avez eu l'habitude de le faire. X, Y, ce sont les valeurs de la variable qui ici est quantitative, donc la réponse est un nombre, et discrète, parce que vous voyez qu'il y a un nombre limité et fini de réponses possibles. Et ces valeurs sont 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est comme ça, on aurait pu aller de 0 à 10, mais il se fait que dans cet échantillon, la note la plus basse a été 3 et la note la plus haute a été de 8. Et puis, je compte, deuxième colonne, celle des NI, celle des effectifs, je compte donc le nombre de fois que ces valeurs se répètent. Donc le 3, vous voyez, il apparaît 2 fois, le 4 apparaît 4 fois, le 5 apparaît 7 fois, le 6 apparaît à nouveau 7 fois, le 7 apparaît 6 fois et le 8 apparaît 4 fois. Si vous faites le total, 2 plus 4 plus 7 plus 7 plus 6 plus 4, vous obtenez évidemment 30. Quelle est la moyenne arithmétique, puisque c'est le seul paramètre de position qui soit pertinent ici? Quelle est la moyenne arithmétique de ce test-là? Bien, si vous calculez, vous avez une moyenne. Donc, comment fait-on? On fait 3 fois 2, plus 4 fois 4, plus 5 fois 7, plus 6 fois 7, plus 7 fois 6, plus 8 fois 4. Et on divise le tout par l'effectif total, c'est-à-dire 30. Et on obtient une moyenne arithmétique de 5,8. Si vous êtes intéressé par la médiane, il y a toujours moyen de la calculer également. Je vous rappelle la définition, 50% des notes sont supérieures et 50% des notes sont inférieures. Sur 30 notes, 50%, c'est 15 notes. Donc, où êtes-vous dans les 15 notes ici? 12, 13, vous êtes manifestement avec une note ici de 6 sur 10 et vous voyez que la moyenne est excessivement proche de la médiane. C'est la preuve, on l'a dit entre nous, qu'il n'y a pas d'anomalie statistique. Très bien, les choses sont claires. Passons maintenant à un deuxième test. Je fais un deuxième test mathématique, toujours avec le même nombre d'étudiants, et voici les résultats. Alors là, vous voyez qu'ils sont un petit peu différents. Toujours au nombre de 30, mais vous voyez que pour le minimum, on est passé de 3 à 1, et pour le maximum, on est passé de 8 à 10. Ce qui suggère déjà une plus grande étendue. Étendue, c'est quoi? C'est la différence entre la note maximale et la note minimale. Je refais mon petit tableau. Ici, il est un petit peu plus grand, évidemment, puisque vous allez de 1 à 10. Le 1 apparaît 2 fois, le 2 apparaît 3 fois, etc. jusqu'au 10 qui apparaît 3 fois. Donc, à nouveau, ça n'est pas un souci pour moi de calculer la moyenne comme la médiane. Et, surprise, la moyenne est également de 5,8 et la médiane également de 6. Donc, nous voilà avec deux échantillons différents qui présentent les mêmes valeurs en ce qui concerne les paramètres de position centrale, la moyenne et la médiane. Et pourtant, vous le voyez bien, ces échantillons-là, à part le fait qu'il y a 30 données, n'ont rien en commun. Puisque dans le deuxième, vous commencez à 1, alors que dans le premier, vous commenciez à 3. Vous terminez à 10 dans le deuxième, alors que vous terminez à 8 dans le premier. Donc manifestement, on se pose peut-être des questions ici. Est-ce normal de répercuter uniquement
ce qu'on connaît sur les paramètres de position centrale, moyenne et médiane, ou faut-il autre chose? Eh bien, c'est exactement la question qu'on va se poser. Est-ce que les paramètres de position suffisent? À partir du moment où ils sont égaux pour des échantillons qui manifestement diffèrent l'un de l'autre. Alors vous voyez bien, cette différence, elle se marque aussi à travers les boîtes à moustaches. Donc boîte à moustaches du premier test à gauche, boîte à moustaches du deuxième test à droite. Vous voyez la barre ici horizontale en trait plein noir, elle est à la même hauteur, qui est la hauteur de 6. Ça représente la médiane. Donc manifestement, nous sommes avec une égalité de ce paramètre de position centrale. Par contre, regardez ici les boîtes et regardez les moustaches. Manifestement, il y a une différence entre l'échantillon 2 et l'échantillon 1. Qu'y a-t-il comme différence? Il y a comme différence que les valeurs sont beaucoup plus dispersées autour de la moyenne ou de la médiane dans le cas 2 que dans le cas 1. Le cas 1, visiblement, c'est plus concentré au niveau de ce paramètre de position centrale qui est la médiane. Mais c'est plus concentré aussi autour de la moyenne. Donc, il y a ici une histoire de dispersion. On va essayer de mesurer la dispersion qui est tout simplement la distance qu'il y a entre toutes les valeurs et celle qui est considérée comme centrale. Et c'est ça qui va nous amener ce calcul-là. Regardez, j'ai représenté pour le test numéro 1 en orange, ici la courbe orange, nuage de points, c'est l'ensemble donc de mes données. Le 3 a été obtenu 2 fois, le 4 a été obtenu 4 fois, etc. Et puis, pour le segment vert vertical, ça représente ma moyenne arithmétique qui, je vous le rappelle, est égale à 5,8. Comment mesurer une dispersion de toutes les données, donc du graphique orange, par rapport à la moyenne, c'est-à-dire par rapport à la droite verte? Eh bien, comme ceci d'abord. On va mesurer, regardez, la première valeur c'est 3, elle apparaît 2 fois. On va mesurer son écart 3 par rapport à la moyenne qui est de 5,8. Qui dit écart dit une différence, une soustraction. Donc nous allons mesurer en fait la longueur du segment rouge en faisant 3 moins 5,8. Bon, ce serait plus correct de dire qu'on fait 5,8 moins 3. C'est ça la longueur du segment rouge. Donc 5,8 moins 3 et on multiplie par 2. Pourquoi? Parce que ce 3 apparaît également 2 fois. On va maintenant mesurer la distance entre la valeur 4 et la moyenne. Ça, c'est le segment horizontal vert. On fait donc 4 moins 5,8 et on multiplie le tout par 4 puisque cette valeur 4 apparaît 4 fois. Passons à la valeur suivante qui est de 5. Là, nous sommes au segment bleu. Donc, on va faire 5 moins 5,8. Donc, la valeur 5, ça c'est par rapport au graphique orange. 5,8, c'est la barre verticale verte. Et on mesure tout simplement la distance entre les deux. Donc, la différence entre les deux. Et en plus, on va multiplier par 7. Pourquoi? Parce que la valeur 5, elle apparaît 7 fois. Bon, je continue. Cette fois-ci, je passe de l'autre côté. J'étais avec ce qui était inférieur à la moyenne, avec les segments rouge, vert et bleu. Maintenant, je vais passer aux valeurs qui sont supérieures à la moyenne, à savoir 6, 7 et 8. Et là, nous sommes avec les segments jaune, orange et mauve. Donc, pour le jaune, vous voyez, c'est tout petit ici la différence. La courbe orange, elle est excessivement proche de la barre verticale verte. Et de fait, la distance, c'est 6 moins 5,8, puisque 6, c'est la valeur obtenue dans votre échantillon, graphique orange, et 5,8, c'est la moyenne, graphique vert. Donc la différence entre les deux, 6 moins 5,8, et on multiplie par 7. Pourquoi? Parce que la valeur 6 apparaît 7 fois. On passe à l'avant-dernier segment qui est orange, et là, ça correspond à la valeur 7. La valeur 7 du graphique orange. Donc, on fait la différence avec la moyenne arithmétique 5,8 de ma barre verticale verte
ça me donne 7 moins 5,8 et je multiplie le tout par 6 puisque la valeur 7, elle apparaît 6 fois dans mon échantillon. Et enfin, nous avons la contribution mauve qui correspond à la valeur 8 de l'échantillon. Donc, la distance ici, c'est 8 moins 5,8 et je la multiplie par 4 puisque la valeur 8, elle apparaît 4 fois dans mon échantillon. Et si vous calculez ça, eh bien, surprise, ça fait 0. Ce qui voudrait dire que, d'après ce résultat-là, pas de différence entre mon graphique orange et la barre verticale verte. Pourtant, ça crève les yeux, il y a une différence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé tout simplement que vous avez des différences positives et des différences négatives. Les différences positives, c'est quand les valeurs de votre échantillon sont supérieures à la moyenne. Donc, ça concerne toute la partie droite de votre graphique et ça concerne les valeurs 6, 7 et 8. À gauche, vous avez les différences négatives, c'est-à-dire quand les valeurs de l'échantillon sont plus petites que la moyenne. Donc ça, ce sont les segments bleu, vert et rouge, et ça correspond respectivement à 5, 4 et 3, qui sont bien plus petits que la moyenne 5,8. Et il se fait, hasard ici, que tout ce qui est à gauche va être compensé par tout ce qui est à droite. Donc, si j'additionne ici la longueur des segments bleu, vert et rouge d'un côté, et que j'additionne les longueurs des segments jaune, orange et mauve de l'autre côté, eh bien en fait la somme va être absolument égale de part et d'autre. Donc ça va compenser en fait. Et nous nous retrouvons avec une mesure de la dispersion qui n'est pas correcte, parce qu'elle n'est pas représentative, parce qu'elle ne nous permet pas de calculer une dispersion par rapport à la valeur centrale, qui est donc représentée par le segment vert. Comment va-t-on s'en sortir? Eh bien, les statisticiens ont décidé tout simplement de passer par ça. Puisque le négatif compense le positif, je vais m'arranger pour que ce ne soit plus le cas en élevant le tout au carré, comme ça je n'aurai que des différences positives. Donc au lieu d'avoir ici une différence négative avec 3 moins 5, 8, en l'élevant au carré, ça va devenir quelque chose de positif. Les segments ici qui se situent à gauche de ma moyenne, qui menaient à une différence négative, vont maintenant mener à travers le carré à une différence positive, comme le faisaient déjà les segments à droite de ma moyenne arithmétique. Et de fait, si vous calculez, maintenant, prenez votre calculette, par exemple, vous allez obtenir un total de 61,37. Donc là, ça commence à être pertinent, ça commence à être significatif. C'est tellement bien significatif que ça va mener à une définition qui sera la définition de la variance d'un échantillon. Donc je vais prendre ce que je vous ai montré précédemment, les différences élevées au carré, et on comprend pourquoi on élève au carré, pour ne pas que les différences négatives compensent les différences positives, on rend ces différences positives, on les force à être positives à travers un carré. On avait donc un total de 61,37. Oui, mais plus je vais avoir de valeur dans mon échantillon, et plus ça va augmenter. Donc, il va falloir que je compense ça en quelque sorte en disant, oh là, attends, parce que quand j'ai 30 données, ok, ça donne 61,37, mais si j'ai 300 étudiants, ça va donner une différence beaucoup plus grande. Et c'est pas pour autant que mes valeurs seront plus dispersées par rapport à la moyenne. Donc, pour éviter ça, je vais tout simplement diviser par l'effectif de l'échantillon. Je vais diviser 61,37 par 30. Et je vais obtenir un total de 2,05 qui sera ce que j'appelle la variance de mon échantillon. La définition officielle, vous prenez chacune des valeurs de la variable xi, vous lui enlevez la moyenne arithmétique, c'est le 5,8, donc x bar en général, vous élevez ça au carré pour éviter d'avoir des différences négatives qui compensent des différences positives.
Vous multipliez ça par le nombre de fois que ces valeurs apparaissent. Donc 3 apparaît 2 fois, 4 apparaît 4 fois, 5 apparaît 7 fois, etc. Ces 2, 4 et 7, ce sont mes effectifs NI. J'additionne le tout et enfin je divise par l'effectif total qui est dans mon exemple de 30. Ça, c'est ce qu'on appelle la variance. Et c'est un indice de dispersion. Ça veut dire je vais mesurer de quelle façon toutes vos valeurs qui apparaissent dans votre échantillon sont plus ou moins éloignées de votre moyenne arithmétique que vous aurez calculée au préalable. Plus la variance va être élevée, et plus ça veut dire que vous allez avoir des valeurs différentes de la moyenne arithmétique. Par contre, plus la variance est proche de 0, on va dire, et plus ça veut dire que vos valeurs se rapprochent de la moyenne arithmétique. En fait, si toutes vos valeurs sont égales à la moyenne arithmétique, vous allez avoir une variance nulle. Et puis, il y a une deuxième chose, on va appeler ça l'écart type. Ce sera tout simplement la racine carrée de votre variance. Pourquoi prendre une racine carrée? Eh bien, tout simplement pour ceci, pour respecter les unités. Ici, je vous ai donné un exemple avec des points, donc il n'y a pas d'unité, mais imaginez que je vous donne un exemple avec des tailles et que j'exprime ces tailles en centimètres. Ça veut dire que toutes les valeurs sont exprimées en centimètres et donc, puisque vous élevez au carré, votre variance sera exprimée en centimètres carrés. Ça, on n'aime pas trop, avoir deux unités différentes pour les valeurs de la variable et pour la dispersion. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit la racine carrée pour enlever quelque part ce carré-là. Comme on enlève sur la somme, ça reste cohérent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'écart type de l'échantillon. Donc, si vos xi sont exprimés en centimètres, l'écart type qu'on note S de votre échantillon sera également exprimé en centimètres. Que faut-il de retenir de tout ça? Eh bien, que les paramètres de position ne suffisent pas. Et je vous montre ici, donc, sur ces deux exemples, j'achève avec ça. Donc, mon premier exemple, 30 notes, dont la première était 3 et la dernière était 8. Ça fait le graphique en courbe, là, en orange foncé. Et puis, je vous ai représenté en orange plus clair. Mais quoi? Mais tout simplement la moyenne, qui est en 5,8, plus ou moins l'écart type. Ici, les extrémités de mon segment horizontal correspondent à 5,8 moins 1,43 et 5,8 plus 1,43. 1,43 qui n'est jamais que l'écart type, c'est-à-dire la racine carrée de ma variance. Ça montre comment sont dispersées les données par rapport à la moyenne. Regardez par rapport au deuxième échantillon. Même moyenne, et pourtant le graphique orange foncé ici ne ressemble pas vraiment au graphique précédent, mais ça se justifie par le fait que votre écart type est très différent. On passe de 1,43 à 2,67. Et ça, c'est représenté sur le segment horizontal en orange clair, qui donc démarre à 5,8 moins 2,67 et s'achève à 5,8 plus 2,67. On voit que ce segment est beaucoup plus long que le précédent, ce qui signale, mais le graphique orange foncé vous le signalez évidemment aussi, que les valeurs de votre échantillon sont beaucoup plus éloignées de votre moyenne que dans le premier cas. Est-ce que c'est important? Oui, parce que évidemment, la moyenne arithmétique, vous pouvez toujours la calculer, mais on aura plus confiance, elle aura plus de sens pour des données qui sont bien proches de cette moyenne que pour des données qui sont complètement dispersées. Et nous allons devoir, dorénavant, par rapport à un échantillon, toujours calculer au moins ces deux paramètres-là. Donc, la moyenne arithmétique et l'écart type. La moyenne, parce que ça va être représentatif, c'est ce qu'on va communiquer au public. L'âge moyen est de, la taille moyenne est de, le salaire moyen est de. Mais il va falloir donner quelque part un indice de pertinence. Et c'est ce que fait l'écart type. Si vous avez un écart type très grand,
Ça veut dire que malheureusement, vous avez aussi si je prends l'exemple d'un salaire moyen, avec un écart type très grand, ça veut dire que vous avez des salaires qui sont très éloignés de la moyenne, c'est-à-dire qui sont bien plus petits que la moyenne ou bien plus grands que la moyenne. Tandis qu'avec un écart type petit, ça veut dire que finalement, tous les salaires se retrouvent dans une petite fourchette. Et tous les salaires sont par conséquent proches de la moyenne. C'est différent pour l'interprétation. Hein, c'est important parce que il y a une différence entre dire le salaire moyen est de 3 500 €, par exemple, en sachant que il y a des pauvres salaires à 500 € et des gros salaires à 6 000 €, ou en se disant que tous les salaires sont compris entre 3 200 et 3 800, par exemple. Hein. Donc c'est vraiment important de préciser également l'écart type. Et vous allez voir qu'il va jouer un rôle important par la suite également pour d'autres choses. Mais ça, je vous donne rendez-vous pour la suite. Et merci beaucoup pour votre attention.